Nous sommes mercredi 13 septembre 2023 et merci à vous qui avez pris l'habitude de nous suivre sur Twi TV et en simultané sur Watt FM à travers la fréquence 100.7. Bonjour et bienvenue à cette troisième convocation de votre émission Le Tribunal de l'actualité. Et je suis Serge Kaboré, le président du tribunal, et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège à qui nous disons bonjour. Doyen des juges. Bonjour président Kaboré, bonjour juge Bernard Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, bonjour juge Vaha, bonjour président Kaboré, bonjour madame, monsieur. Pour cette troisième convocation de la semaine, deux sujets ont été enrôlés pour vous. Il sera question de l'analyse du point de presse du gouvernement tenu ce 12 septembre et qui a porté sur des sujets d'actualité nationale comme l'enrôlement de citoyens pour le front ainsi que la nouvelle tarification de la Sonabel. Et en seconde partie d'émission, il sera question du décryptage de la série de rencontres du président de la transition avec les commerçants des marchés EA et aussi avec l'Union des chauffeurs routiers du Burkina. Voici donc annoncées les grandes lignes pour cette troisième convocation de la semaine et c'est parti pour la première des rubriques, celle des avant-propos. Juge Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour ce matin? Oui, merci président. Je m'étais intéressé aux étalons lors du dernier match, de l'avant-dernier match, donc face à l'Eswatini. On s'en était sorti par un 0-0 qui était plein de frustration, en tout cas pour les supporters que nous sommes, et au regard notamment de la prestation de nos étalons et de ce qui nous est donné comme fond de jeu. Et je disais qu'on verra avec le Maroc si, bon, il y aura des rattrapages et tout. C'est vrai que c'est un match amical, mais on sait qu'il n'y a plus vraiment de matchs amicaux lorsqu'on sait que ça compte dans les classements après, ça impacte en tout cas le niveau auquel on vous met, que ce soit africain ou mondial. Et donc on a regardé ce match-là hier et les craintes se sont encore affirmées parce que on ne voit pas vraiment l'empreinte de Velud sur cette équipe-là. Bon, il n'y a pas de milieu. On a perdu le combat du milieu. On a été humilié à jouer pratiquement des mi-camps pendant des dizaines de minutes et des dizaines de minutes. C'est les quelques errements peut-être marocains qui nous ont permis de pouvoir voir la cage d'en face. C'était vraiment compliqué. Et quand on regarde, à la fin du match, vous retenez peut-être plutôt les arrêts du gardien qui avait fort à faire, le gardien burkinabé qui avait vraiment fort à faire. Et il y avait tellement d'errements même défensifs avec des balles perdues dans des zones qui ne devraient pas se faire. C'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Ce dernier match amical a achevé de révéler que ça ne va vraiment pas. Peut-être certains diront, bon, on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'entraîneur, mais je pense que c'est lui qui choisit les joueurs qui viennent, c'est lui qui travaille sur ce fond de jeu-là. Mais est-ce qu'il connaît vraiment nos gars? Est-ce qu'il est vraiment au corps à corps avec eux? Parce que le problème de nos sélectionneurs, quand on en voit souvent de très loin, ils viennent, ne durent pas ici, ils repartent. C'est ça, ils ne sont pas constamment avec nos joueurs. Même à regarder nos championnats, à rester vraiment au contact avec les joueurs qu'il y a à l'étranger, prendre un peu, créer ce lien-là. Est-ce qu'il y a cela avec Hubert Velud? C'est vraiment la grosse question qu'on se pose aujourd'hui. Mais on a du mal à sentir son empreinte sur cette équipe. On a plutôt l'impression que ce qu'on avait comme acquis depuis un certain temps est en train de se déprécier, est en train de se dégrader. Et ça, je ne sais pas si à quelques temps du début de la CAN, il est opportun peut-être de changer, mais il y a un choix courageux, à mon avis, à faire ici et maintenant. Parce que cette équipe-là, et ce qu'on est en train de nous donner comme fond de jeu ne convainc pas du tout. Si c'est avec ça on va aller à la CAN, ça sera difficile. C'est vrai que les dieux du football, ils ont la manie quelquefois de nous donner des surprises heureuses. Mais si c'est sur ça on va compter, je ne pense pas que ce soit le plus intéressant. Aujourd'hui, le football est devenu à sa part scientifique. On perd quelquefois avec la manière. Mais nous, notre problème, il n'y a aucune manière même. Regardez ce qui s'est passé, il n'y a aucune manière. C'est-à-dire, vous pouvez dire ils se sont battus, mais on a perdu. Bon, on a joué de malchance. Mais on était en train de couler. Ça veut dire que les Marocains, ils étaient à l'aise du début à la fin. On ne les a pas inquiétés. Et ça fait peine à voir.
D'accord. Alors, juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Non, je voudrais souhaiter du courage aux supporters. Et puis bon, ça a eu d'être réaliste. Leur entraîneur leur a dit qu'il faut être réaliste à Abidjan. Donc je pense qu'il a annoncé les couleurs. La suite, on attend de voir. Mon avant-propos, c'est à la suite du sujet que nous avions enrôlé hier. Une question est restée en suspens. Je ne pense pas qu'on l'ait posée, mais après elle est venue, parce qu'il y en a qui sont concernés aussi, qui se posent des questions. Et ceux qui ont eu leur doctorat, parce que c'était autorisé 2010-2012, l'invité a d'ailleurs fait sortir effectivement ces arrêtés-là qui disent que maintenant, l'arrêté de 2020, effectivement, abroge les dispositions antérieures, donc on dit que c'est caduc. Alors que c'est le même État qui avait autorisé à le faire. Au niveau du Burkina, il y a des universités privées qui ont jusqu'à des professeurs titulaires, donc agrégés CAMES, qui ont des maîtres assistants, qui enseignent. Il y en a qui sont venus de l'extérieur faire leur diplôme et aujourd'hui qui sont cadres supérieurs chez eux. Alors, on dit que la loi ne dispose que pour l'avenir, mais notre invité semble faire comprendre, en tout cas pour beaucoup, quand on lit les commentaires, c'est des diplômes qui sont maintenant caducs. Alors que si je dis bien, c'est le même État qui avait autorisé à faire, à travers un arrêté, et c'est clairement dit. Donc, c'est sur cette base que j'ai dit bien des universités privées ont aujourd'hui des professeurs titulaires en leur sein, des professeurs, des maîtres assistants agrégés CAMES. Donc c'est estampillé CAMES. Alors, question, ceux qui ont siégé à leur présentation de thèse, est-ce qu'il faut remettre en cause la crédibilité ou la qualité de toutes ces personnalités qui parfois, pour la plupart, sont aussi venues des universités publiques du Burkina pour siéger, certains sont venus de l'extérieur, d'autres pays pour venir siéger, pour valider ces diplômes-là, ou bien c'est parce que l'arrêté dit que c'est caduc que le diplôme n'est plus valable, ou bien comment on fait? Donc il y a une question légitime que ces détenteurs de ce diplôme-là se posent aujourd'hui. Et donc on pose la question ici en attendant certainement d'avoir la réponse pour venir donner. Et pendant qu'on y est d'ailleurs, je voudrais, parce que l'année dernière, on se souvient que l'architecte burkinabé Francis Kéré avait décroché le prix Nobel d'architecture. Et hier encore, il y a un prix qu'il a décroché, le Premium Impérial, qui est l'équivalent du prix Nobel des arts. Là, on parle maintenant des arts. Donc, c'est un autre niveau de récompense. Donc, bravo encore à lui qui fait briller l'étoile burkinabé à ce niveau-là et qui a à son actif plusieurs réalisations. D'ailleurs, hier, je citais cas des Big Three, des trois géants des universités américaines qui trônent sur le monde, Harvard, Princeton et puis Yale. L'université Yale, d'ailleurs, son école d'architecture a créé une bourse en l'honneur de Francis Kéré. C'est une université privée qui dans le monde compte. Je disais hier d'ailleurs que le premier PhD américain, c'est cette université privée qu'il a déposé. Donc, qui a créé également une bourse qui va porter le nom de l'illustre architecte burkinabé en faveur des étudiants africains. Donc à l'échelle pays, à l'échelle État également, nous devons aussi réfléchir à comment est-ce que le privé peut aider à améliorer l'offre éducative. Parce que les universités privées aussi constituent d'ailleurs des instruments de soft power. Ce sont des éléments qui constituent des éléments de la diplomatie. Parce que vos étudiants partent dans d'autres pays pour aller étudier dans telle prestigieuse université. Donc, quand ils sortent, ils se vantent d'avoir fait cette université. Et ce que le pays veut également mettre dans sa tête, il passe par les relents du soft power, on met ça dans sa tête. Et puis il revient s'asseoir. Quelque temps, il repart. La fuite des cerveaux ici organisée ici. Mais c'est dans des universités privées pour la plupart. Mais c'est eux qui vont mettre ce qu'ils veulent mettre dans sa tête là. Et puis c'est tout. Donc je pense que nous également, on doit réfléchir profondément. Premier sujet retenu pour cette troisième convocation, le gouvernement était face aux hommes de médias ce mardi pour évoquer plusieurs sujets, dont des réponses à des questions d'actualité nationale ainsi que de la Sonabel. Sur le premier volet des réponses aux questions d'actualité, le porte-parole du gouvernement a revenu sur cette affaire qui cristallise les opinions depuis le week-end dernier. Alors, il s'agit de la réquisition du docteur Louré pour le front. Déjà, quel est votre avis sur cette réquisition, juge Var? Je crois que le ministre a donné sa réponse. Parce qu'il y avait je ne vais pas dire le débat, mais il a été opposé la problématique de la légalité. On a vu le mouvement Sens qui a parlé d'une décision qui était illégale. Et je pense que là, ça a été un peu
la préoccupation du ministre que de répondre un peu aussi à cela pour dire que ça tire sa source aussi dans les prérogatives qu'on a données récemment donc au président. Donc ça lui permet de réquisitionner qui, comme il est de loisir pour des éléments qui pour lui sont importants. Et donc c'est dans ce cadre-là que tombe forcément cette réquisition. Donc il répond à la question de l'égalité. Maintenant, au fond, tout le monde sait aussi, ça c'est pas un secret, les positions du docteur Louré, mais pas que. Lorsqu'il y a eu l'attaque, on a vu aussi l'écrit qui a été le sien et les mots qui ont été choisis. Donc c'est difficile de ne pas lier la réquisition à la critique acerbe du docteur Louré. Mais pour qui connaît docteur Louré aussi, c'est pas maintenant que ça a commencé. Depuis, parce qu'on l'a beaucoup plus, pour beaucoup, connu lors de la gestion de la crise à Covid. Vous vous rappelez bien, on nous présentait une crise qui était bien gérée, il n'y avait pas de problème, alors qu'on était dans une vraie psychose. Mais c'est un médecin, donc quelqu'un de l'intérieur de la machine, qui nous dit attention, ça ne va pas. Il a commencé à dénoncer un certain nombre de faits de façon courageuse, avec ses mots et avec sa façon d'être. De ça, c'est quelque chose qu'il a gardé depuis. Donc, mais aujourd'hui, c'est difficile de ne pas lier ces sorties, notamment la dernière, à cette décision de réquisition. Maintenant, le problème que ça pose, parce que vous demandez mon avis, c'est est-ce que parce qu'on critique, on peut être ciblé pour être réquisitionné? C'est ça la question. Dans ce cas de figure, est-ce que ce modèle-là devient plutôt punitif qu'autre chose? Pour moi, la hauteur du chef de l'État fait que cet élément-là, ce levier-là, il est utilisé pas de façon punitive. Le ministre de la Communication lui-même disait dans son propos qu'on devrait être fier lorsqu'on a été réquisitionné. Mais quand il y a l'aspect punitif, ça pose problème. Donc là, il y a même la contradiction dans l'argument. Voilà pourquoi je dis que c'est un levier qui peut être utilisé, ça c'est normal, mais qui ne doit pas avoir le caractère punitif, parce qu'on a des postures qui dérangent, mais qui ne sont pas en adéquation avec la façon dont la dynamique qu'on veut impulser. Donc, vous, on vous prend, on va vous faire ceci. Quand c'est comme ça, il y a l'aspect punitif, pour moi, c'est contre-productif. Alors, juge Boukma, vous en avez fait un avant-propos à la précédente convocation. Est-ce que votre point de vue sur la question a évolué? Non, puisque c'est un constat. Je parle de fait. Étant donné que c'est un constat, parce que les premières réquisitions l'ont été même avant la disposition légale. Les toutes premières personnes qui avaient été enrôlées au front, c'était sans base légale. Beaucoup avaient dénoncé l'illégalité de cet enrôlement, être envoyé au front. Et ça paraissait également comme un acte punitif. Acte punitif parce que c'est suite également à des sorties médiatiques, à des propos qui ont été tenus, que ces messieurs ont été envoyés au front pour constater. Après la légalisation, il y en a aussi qui ont été enrôlés, mais ça vient suite encore à des propos. Donc tout porte à croire que le dispositif légal il est là, mais on ne l'utilise que pour ceux qui ont tenu des propos qui ne vont pas dans le sens voulu par les autorités. C'est cette impression qui donne, et ça enlève effectivement la saveur du piquant à la chose. Alors que non, en principe, ça devrait d'ailleurs, j'ai dit bien, être un motif de fierté, un motif d'honneur. Et c'est ce que le ministre a dit. Voilà. Oui, mais justement, je suis d'accord avec ce que le ministre a dit. Et même pour les Burkinabés, quand l'opération a été lancée pour l'enrôlement des VDP, ils n'ont pas pu contenir les effectifs. À Ouaga ou partout. Il y en a qui ont fait le pied du grue le dernier jour. Il y en a qui ont dormi là-bas. Il y en a qui ont passé la nuit à la belle étoile pour pouvoir s'enrôler. Ce n'était pas sous la contrainte d'une loi. Parce que la ferveur patriotique, la fibre patriotique a été sonnée pour sauver la nation en péril. Et Burkinabé ont répondu présent. Est-ce que vous estimez qu'avec la réquisition, cette fibre patriotique est mise un peu en mal? Non, j'arrive. Et des Burkinabés, des têtes couronnées sont allés. Des présidents des partis politiques sont allés en violation des dispositions légales qui disent que quand vous êtes président des partis politiques, vous ne devrez pas aller. Des chefs coutumiers, des chefs traditionnels sont allés. Des militants des partis politiques, des leaders des partis politiques, j'en connais, des fonctionnaires sont allés.
il y a un qui est bon, je ne peux pas donner les indices de son métier pour ne pas suffisamment l'exposer. Il est parti, mais il a fait croire qu'il est en mission. En famille, monsieur a fait croire que lui, il part en mission. Après, il traîne, on l'appelle, on ne gagne pas. Et puis bon, les gars commencent les détails, comment on appelle ça, les recherches et se rendent compte qu'il est allé s'enrôler volontairement. Fonctionnaire de l'État burkinabé. Ce n'est pas une loi qui l'a obligé. Maintenant, est-ce que ça enlève le fait que ce soit forcé, ça enlève la saveur? Non. Parce que jusqu'à présent, il y en a qui veulent aller. Et s'il y a recrutement VDP, il y en a qui vont s'annoncer. S'il y a un appel, il y en a qui vont y aller. Mais la réquisition, le docteur Louré n'est pas le premier médecin à être réquisitionné. Il y en a qui y sont déjà, mais pas pour leurs propos tenus. Il y en a qui ont même fait plus de 3 mois. Il y en a qui ont été réquisitionnés pour 3 mois, il y en a qui sont allés au-delà pour apporter des soins dans certaines localités, dans certains endroits. Et dans certains corps de métier aussi, il y en a qui l'ont été. C'est pourquoi j'ai dit, c'est parce qu'on a l'impression qu'il y a un effet de sanction derrière qui joue. Sinon, en principe, il n'y a pas de problème. Dès lors que la loi a été votée, au lendemain du vote de la loi, tous les jurys se sont accordés à dire qu'à partir de maintenant, on peut vous enrôler et c'est légal et il n'y a pas de problème. Sauf des questions de forme ou je ne sais pas moi, mais tout est clairement... Maintenant, c'est dans la procédure que, bon, ça va être peut-être dans la forme, il peut y avoir des écueils, mais les jurys se sont accordés. Bon, c'est légal puisque ça a été adopté. Et c'est par rapport à la situation nationale. Et c'est une loi sur la mobilisation générale et la mise en garde. Et ça a même été annoncé que même jusqu'à vos biens privés, on peut prendre un peu de vos biens privés pour contribuer à l'effort de paix. Ça a été dit, tout ça, ça a été dit. Donc en principe, je dis bien, dans le principe, il n'y a même pas de problème. Mais maintenant, quand ça vient à tout moment comme sanction, c'est là. Parce que bon, quand un leader d'opinion est enrôlé, naturellement, les gens y voient ostracisation, bâillonnement de la liberté de la presse et d'expression, et ceci ou cela. Donc, je pense que c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de bruit autour. Sinon, en principe, il ne devrait même pas en avoir. Alors, tout citoyen burkinabé devrait se sentir fier d'apporter sa contribution à la lutte contre le terrorisme s'il est réquisitionné, dixit le ministre porte-parole du gouvernement. Est-ce que cela biaise un peu le caractère de volontaire? Parce qu'au départ, il était question de volontaires pour aller s'inscrire. Il a tout à l'heure pris l'exemple de l'enrôlement VDP où certains ont même passé la nuit. Est-ce que vous estimez que la procédure de réquisition change un peu la donne? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et puis souvent aussi, je crois qu'il y a des besoins qui s'expriment pour lesquels il faut l'immédiateté d'une disponibilité. Donc, dans ce cas de figure, je pense que c'est des leviers qui peuvent être activés pour très rapidement solutionner le problème et puis répondre aux besoins qui est exprimé. Maintenant, après, le problème, c'est que ce n'est pas tout le monde aussi qui y va volontairement. Donc, à un moment donné, quand c'est qu'il y a, il faut une décision, et ça c'est des éléments qui se comprennent. Maintenant, je dis le seul problème ici et qui fait un peu débat, c'est l'impression punitive. Sinon, dans la logique, à partir du moment où cela a été conféré en termes de pouvoir au chef de l'État, ce n'est plus un débat. C'est aujourd'hui plus un débat. Et évidemment, si aujourd'hui il est un besoin clair, je prends un exemple tout simple, vous êtes dans une fonction qui est vitale, vous n'êtes pas nombreux au pays, on vous dit qu'il y a un besoin dans une zone rouge. Bon, on ne va pas attendre que vous vous décidez, on va vous y amener. Et normalement, quand vous y allez, c'est ce que le métier dit, vous devriez être content. Maintenant, quand vous avez l'impression que c'est ce que vous avez dit et qui contrarie, qui vous y amène, est-ce que vous pouvez être content? C'est la grande question. Maintenant, bon, certains diront, c'est l'intérêt général, vos petits sentiments, il faut les ravaler. Maintenant aussi, en même temps, c'est difficile de ne pas y lire un message qui est envoyé à tous ceux qui sont sur leur clavier et qui critiquent. C'est cela la réalité aussi. Alors, juge Bougma, beaucoup trouvent que le docteur Louré n'a pas sa place au front. Quel est votre avis? Mais il y en a aussi qui disent qu'il a sa place au front. Sur cette question, il faut regarder les commentaires, les gens sont divisés. Il y en a qui disent qu'il n'a pas sa place au front parce qu'il est anesthésiste réanimateur. Donc le principe, c'est dans un hôpital pour apporter des soins.
Mais au front, la vérité aussi, au front, il y a des soins qui sont administrés en fonction de la gravité et du niveau du standing du centre de santé. Donc il y a des moments où il y en a qui sont évacués à Ouagadougou et certains même à l'extérieur pour une meilleure prise en charge en fonction, du niveau du plateau technique et de la gravité de la situation. Mais certains restent également dans les hôpitaux régionaux pour être soignés, Ouéouia et autres. Donc, par exemple, pour Kombri, ils ont dit qu'il y a une partie, il y en a qui ont été évacués au niveau du CHR régional, donc pour la prise en charge. Donc, ça, est-ce que dans cet hôpital, s'il y a un besoin, on ne peut pas l'amener? Non, je pense qu'il peut y aller. J'ai dit c'est l'aspect de... C'est parce que ça renferme un aspect punitif. Voilà. Sinon... Bon, je ne vois pas où se trouve véritablement le problème. Mais maintenant, j'ai dit, comme ça renferme des relents punitifs, et on a l'impression que c'est réellement ça. C'est ça qui biaise le débat. Sinon, un médecin, dire qu'un médecin n'a pas sa place au front, alors qu'au front, il y a des blessés de guerre à soigner, et de toutes les guerres, il y a des médecins qui font partie. C'est pourquoi d'ailleurs dans l'armée, il y a des médecins militaires. Il y a des agents de santé dans l'armée qui doivent également y aller pour ça, et qui y sont pour ça. Maintenant, s'il y a un besoin de renfort exprimé, on doit pouvoir également regarder au niveau des civils qui est-ce qu'on peut envoyer en renfort. Ça, je ne vois pas. Je dis vraiment, je n'ai pas où le problème. Puis, dans la mesure où la personne même part pour soigner des Burkinabés engagés au front. Mais maintenant, étant donné que j'ai dit bien, c'est un anesthésiste réanimateur, on dit qu'ils ne sont pas nombreux au Burkina, et il est au Chiborogo, donc il s'en va pour un mois. Est-ce qu'il a véritablement sa place au front pour pouvoir administrer des soins? Si le kit, le matériel nécessaire va lui être fourni pour que de sa position, effectivement, il puisse contribuer à anesthésier pour des premiers soins, moi, franchement, je ne vois pas le problème. Voilà. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que s'il avait une place à l'ALT alors que la personne a une anesthésie, il peut avoir une place au fond et au front. Ce n'est pas la même chose. Mélangeons pas les choses parce que dans même ALT, là, siège des forces de défense et de sécurité, que ce soit sous Damiba ou que ce soit sous le président Ibrahim Traoré. À l'ALT, il y a des FDS qui sont à l'ALT, qui siègent à l'ALT. L'un des présidents d'ailleurs de l'ALT, sous Damiba, c'était un militaire. En 2015, on a eu, au niveau du CNT, on a eu à peu près la même composition, avec des FDS qui ont siégé et qui ont assumé des responsabilités. Donc, dans l'ALT actuelle, il y a aussi des forces de défense et de sécurité. Alors, dans cette guerre, qui a sa première place au front? C'est les forces de défense et de sécurité, mais il y en a qui sont à l'ALT. Donc, le médecin aussi a sa place à l'ALT. Surtout que, quand on regarde sur le plan législatif, quand on regarde sur le plan de texte, à l'université, ceux qui ne doivent pas cesser service, qui ne doivent pas cesser de service pour se consacrer là-bas, ce sont les professeurs titulaires des universités et les médecins et les spécialistes dans leur domaine. Même quand vous êtes élu régulièrement député, vous continuez d'exercer vos fonctions. Donc même étant à l'ALT, ils continuent d'exercer ces fonctions. Il y a des ministres qui continuent de donner les cours, qui sont à l'Assemblée nationale, qui continuent aussi de donner les cours. Donc ça n'a rien à voir. Donc ça, qu'il soit à l'ALT, en tant que dire que à l'ALT aussi, il n'y a personne, il n'avait pas sa place là-bas, non, ça, je ne suis pas d'accord parce que les textes le permettent. Il peut être à l'ALT et continuer, et il le faisait d'ailleurs. Il n'était pas exclusivement consacré à l'ALT, non. Pour ceux qui fréquentent le Chiborogo, c'est tellement une des nuits l'ont vu dans ses blouses en train de faire son travail là-bas. Donc là, je ne suis pas d'accord avec cet argument. C'est vraiment tiré par les cheveux. Alors, pour cette question précise du docteur Louré qui suscite aussi les réactions, beaucoup estiment, je vous retourne la même question, beaucoup estiment qu'il n'a pas sa place au front. Quel est votre avis, juge Val? On est en guerre. Maintenant, si aujourd'hui même le charpentier, le journaliste, n'importe qui va se faire enrôler pour aller au front, c'est que tout le monde peut y avoir sa place. Ça, au moins, ça ferme le débat. Maintenant, je dis, pour moi, est-ce qu'un médecin, lui, il est urgentiste, c'est réanimateur, non? Il est sa spécialité, j'oublie un peu. Oui, anesthésiste. Anesthésiste. On en a besoin. Ça, au moins, c'est une réalité. Pour moi, le problème n'est pas qu'il y soit. Évidemment, selon le profil, il y a sa place. Ça, il n'y a pas de débat. Mais là, c'est pourquoi est-ce que c'est lui? Pourquoi est-ce qu'on l'y a amené?
Est-ce que c'est le besoin et sa qualité? Parce que même certains de ces confrères avec lesquels moi j'ai pu discuter, lui reconnaissent une rigueur au travail. Et que c'est quelqu'un qui, dans son métier, c'est difficile de lui trouver quelque chose à lui dire. Donc pour moi, c'est une compétence. Si c'est pour la compétence qu'on y a amené, c'est pas un problème. Maintenant, si ce sont ces postes, si ce sont ces postures, donc il y a l'aspect punitif. Et ça, c'est pas intéressant. Le ministre a rassuré quant à la légalité des réquisitions. Le problème n'est pas... Bon, c'est vrai qu'avec le mouvement Sens, il y a eu le débat de la légalité. Mais j'ai dit, si ce levier-là doit être utilisé pour frapper parce que on n'est pas d'accord avec vous, pour moi, ce n'est pas la meilleure façon d'utiliser ce levier. C'est contre-productif. Et ça, c'est un avis que je maintiens. Maintenant, évidemment, il y a des besoins. Si votre profil répond à ces besoins, qu'on vous y amène, on est dans une situation où on a besoin vraiment de toutes les intelligences, de toutes les compétences. Pour moi, ça ne souffre pas de débat. Donc, c'est ce qui fonde la décision, au fond, qui peut faire débat. C'est de ça aussi qu'il s'agit ici. Maintenant, si c'est une façon d'envoyer un message à tous ceux qui ont un regard critique sur la transition ou certains actes qui sont posés, je dis là, ça pose problème. Parce que je ne pense pas que cet outil-là devrait servir à ça. Alors, juge Bouma, il a aussi été question du Niger à ce point de presse du gouvernement et le porte-parole du gouvernement a tenu à rassurer quant à ce que l'envoi du contingent militaire pour l'appui au Niger est bel et bien en cours. Oui, ils l'ont dit, parce que dès lors que le Conseil des ministres avait acté, d'abord ça a commencé par les communiqués, ensuite le Conseil des ministres a acté que ça va se faire. Le reste, doit respecter. Ça peut respecter les dispositions légales, c'est tout. Parce que si ce n'est pas fait, bon, parce qu'il y a des mécanismes à faire. Je me rappelle que pour l'envoi de contingents burkinabés en Centrafrique en son temps, je pense que c'était en 80 combien là, le président Blaise Compaoré avait été épinglé par l'Assemblée nationale parce que l'avis de l'Assemblée n'avait pas été donné pour l'envoi du contingent. Et le Burkina, l'Assemblée avait interpellé le gouvernement sur cette irrégularité. Donc, là aussi, c'est sûr que c'est pour respecter ces questions-là. Voyez-vous que le Nigeria, avec un président qui a bandé les muscles, et finalement était obligé de les débander parce qu'il ne peut pas. Son Sénat a accusé une fin de non-recevoir. Et donc, c'est un président Tinubu coincé dans ses boubous et puis dans ses babouches. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire. Maintenant, il faut encourager les autres parce que lui ne peut pas envoyer. Bon, c'est ça aussi. Qu'est-ce qui prouve que? Point d'interrogation. Mais en attendant, quand on regarde ceux qui vont envoyer, c'est beaucoup plus les francophones qui sont les francophones de l'Afrique de l'Ouest qui sont en avant pour aller casser du Niger ou aller supporter aussi le Niger. Donc le côté anglophone, pas trop. Lui, il a été bloqué net dans son pays par les procédures. Il dit bon, ça c'est pas de ma faute. Le Ghana silencieux, le Libéria pareil. Bon voilà. Donc maintenant, par rapport à notre logique, le Burkina est logique. Et nous-mêmes, on a tellement accéléré les choses qu'on a envoyé un convoi humanitaire, on a fait stationner déjà des troupes pour pouvoir aller faire face. Alors que le Mali, jusqu'à présent, dit si vous nous attaquez, vous nous avez attaqué. Mais bon, sur le plan de la procédure, le Mali est moins est taiseux. Voilà, mais nous sommes beaucoup plus dans l'offensive. Donc, ce n'est pas étonnant, parce que c'est dès lors que vous affirmez vos positions, bon, la logique voudrait que vous allez aussi jusqu'au bout. Donc, maintenant, comme ils sont toujours dans la procédure, on attend la suite. Alors, le Burkina s'assume pleinement sur cette question du Niger, c'est revenu au niveau du point de presse. Et le porte-parole a rassuré que le Burkina allait respecter son engagement d'envoyer un contingent au Niger. Qu'en pensez-vous? Ça, je pense que, pour ne pas répéter ce que Bernard disait, c'est une posture, c'est une logique qui a été affirmée, c'est une dynamique sur laquelle il n'y a pas de doute. S'il tape le Niger, le Burkina se sent concerné et menacé. Ça, on a eu des échanges même avec le ministre de la Communication, avec les hommes de médias, pour discuter un peu de cette crise-là, notamment sur ce qui s'est passé au Niger. Il a été clair. C'est un genre de destin lié. Donc, ce sera difficile pour le Burkina de s'asseoir et de regarder. Parce que ce qui arrivera là-bas pourra arriver ici. Et je crois que ça, c'est sans embâche que, en tout cas, les autorités y vont. Maintenant,
dans son discours, dans ses échanges, il a dit que c'est d'ailleurs en cela que vous avez vu l'adoption d'un projet qui doit être validé maintenant par l'Assemblée législative de transition. Donc là-bas, ce qu'il reste à espérer, c'est qu'il y ait un vrai débat aussi là-bas. Que cela soit validé ou pas, ce n'est pas ça le problème. Que ce soit que la décision se fasse après un vrai débat et que lorsqu'on s'y engage, on mesure toute la portée des choses. Parce que rester attentiste, ce qui se passera au Niger, les autres transitions pourraient avoir le même destin. Maintenant, y aller aussi, ce n'est plus le soutien seulement diplomatique. Quand on y envoie des hommes, on a le statut de belligérant. Qu'est-ce que cela aussi pourrait donc impliquer? Je pense que c'est pour cela aussi que ça passe devant cette réalité-là, pour que les discussions soient bien menées. Et je veux qu'il y ait un vrai débat là-dessus. Et nous tous, on va regarder et puis comprendre. Mais ce qu'on remarque, c'est que nos autorités n'ont pas tourné. Jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de louvoiement sur la question du Niger. Vous tapez, nous on sera là pour pouvoir vous répondre avec les Nigériens. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais c'est une décision qui a été prise par nos autorités et c'est comme ça. Et puisqu'on parle du Niger, je reste avec vous, juge Vaha, sur cette dernière actualité s'agissant du Niger. Hier, les autorités nigériennes ont dénoncé un accord de coopération militaire qui les lie avec le Bénin et ils estiment que le Bénin est en train d'autoriser le déploiement de mercenaires et du matériel de guerre dans la perspective d'une agression de leur pays. Qu'en pensez-vous? Je pense que les Nigériens s'ils le disent, c'est qu'ils ont des éléments. Et puis, ils ont des frontières communes, donc ils ont des éléments d'observation. Et puis, dès que les sanctions ont commencé à tomber, avec la pression de l'intervention militaire possible et tout, on a vu les fermetures de frontières, ceux qui ont été les premiers à fermer. Et voilà, ceux aussi qui, dans la dynamique, n'affirmaient pas être contre franchement une intervention militaire. Donc, dans ce cas de figure-là, vous regardez par où le problème peut venir, ou même par où, qu'est-ce qui pourrait servir comment dire cela, servir donc de passage. Donc là-dessus, le Niger, c'est normal qu'il soit vigilant. Même sur si vous vous rappelez, il y avait les dénonciations concernant même les médicaments qui commençaient à manquer et tout. Ils ont dit que c'est les voisins qui ont tout fermé. Donc, quand vous regardez dans cette configuration, ça allait être vraiment difficile qu'ils continuent d'avoir de bons liens. Et pour moi, ce n'est pas une surprise. Maintenant, quand vous voyez qu'il y a beaucoup de remue-ménage vers là-bas, alors que l'option d'intervention militaire, elle est encore sur la table. Vous voyez la sortie du président français très récemment qui dit pour dire les choses telles qu'elles sont, hein. C'est-à-dire que c'est comme si dès que Bazoum dit attaquer, ils vont attaquer. C'est-à-dire qu'ils n'attendent que le prétexte de l'attaque. Et on sait avec qui ça va se faire, avec ceux qui sont pour l'option militaire, et ces pays-là, on les connaît. Donc, je pense que le Niger est dans cette posture-là. Donc, elle regarde, tout couloir, il faut le fermer. Et c'est pour ça qu'avec le Bénin, moi, ça ne me surprend pas. Alors, autorisation de déploiement de mercenaires au Niger et également de matériel de guerre dans la perspective d'attaquer le pays. Niamey dénonce finalement l'accord de coopération qui les liait au Bénin, des accords qui font état du renseignement, par exemple. Quel est votre avis là-dessus, juge Bougman? Bon, c'est logique. Le Niger est logique avec lui-même. Et si le Niger détient effectivement des preuves qui accablent le Bénin, et en fonction de ce que disent les termes de l'accord, le Niger est évidemment dans son droit de pouvoir dénoncer l'accord. Et les accords, c'est comme des contrats. Si à un moment donné, ça ne fait pas l'affaire de l'une ou de l'autre partie, bon, elle dénonce tout simplement. Et puis on passe à autre chose, soit pour une relecture ou bien pour une dénonciation totale. Voilà. Donc je pense que là, on ne peut pas en vouloir au Niger de pouvoir effectivement se plaindre de ce qui se passe. Parce que le Bénin est très stratégique par rapport à cette guerre, compte tenu
de la frontière, donc de son positionnement, mais aussi du fait que le Bénin est aussi frontalier avec le Nigeria et est d'accord pour pouvoir faire cette guerre-là. Donc s'il y a des troupes nigérianes effectivement qui devaient venir, donc le couloir du Bénin est un couloir dangereux. Donc Malanville, c'est vraiment dangereux. Donc les Nigériens regardent. Mais maintenant, à ce stade-là, déjà dénoncer l'accord, ça veut dire que les tensions sont à un autre niveau. Sinon, il y a des tensions entre les États. Il y a toujours eu des tensions entre les États. Pour l'affaire des 49 militaires qui opposaient le Mali à la Côte d'Ivoire, la tension à un moment donné était à un autre niveau. Alors ça, on avait fait positionner des troupes à Koro, et certains disaient que c'était pour envahir le Mali. Le Mali avait fait cas effectivement des velléités d'Abidjan de vouloir déstabiliser la transition, donc de déstabiliser le Mali. Mais ils étaient allés à un autre niveau où le discours était devenu dur. Mais il n'y a pas eu de dénonciation d'accord. En 2002, la Côte d'Ivoire a sérieusement soupçonné le Burkina dans la guerre. Des rapports onusiens ont mis en cause le Burkina. Je dis rapports onusiens ont mis en cause le Burkina sur les questions d'armement ou sur le fait que notre pays, surtout notre capitale, soit une sorte de base arrière pour les rebelles qui avaient leurs biens, certains dans le showbiz, qui avaient des comment on appelle ça, oui, des débits de boissons qui tapaient fort dans la capitale, qui avaient effectivement des villas huppées, mais aussi qui avaient de grosses carrosses ici. C'était fortement dénoncé, mais ils ne sont pas allés jusqu'à la dénonciation des accords. La tension est montée d'un cran par moment entre Abidjan et le Burkina. L'affaire Guillaume Soro avait fâché sûrement Alassane Ouattara, et les termes qu'il avait dit en coulisses étaient très forts. On n'est pas allé jusqu'à ce niveau-là. Mais maintenant, pour arriver à dénoncer l'accord, je pense que le Niger doit avoir du béton. Sinon, si c'est un populisme inutile et creux, ça n'aura pas servi. Parce que pour arriver à dénoncer l'accord, je dis bien, il faut suffisamment d'éléments tangibles. Parce qu'en ce moment, ça dit que c'est une rupture dans notre pan. Parce que vous avez les deux axes de la coopération, il y a celle militaire, il y a celle civile. Donc il y a la coopération militaire et la coopération civile. Si vous dénoncez la coopération militaire, est-ce que vous allez dénoncer la coopération civile? Alors que la coopération civile permet d'avoir des avantages de part et d'autre entre les citoyens. Et donc, parce que nous sommes dans le même espace communautaire et nous bénéficions des facilités dans le même espace communautaire. Donc, le Niger commerce avec le Bénin et vice-versa, qui a un port. Alors, est-ce que si des marchandises béninoises passent par le port de choses nigériennes, passent par le port de Cotonou, bénéficient des avantages ou n'en bénéficient pas? C'est la question qu'il faut poser. Nous en bénéficions avec la Côte d'Ivoire, le Mali en bénéficie avec la Côte d'Ivoire, nous en bénéficions avec le port de Tema chez Takoradi au Bénin, le port de Takoradi au Ghana, j'ai dit, au Ghana puis j'ai dit au Bénin. Voilà. Donc il y a des avantages comme ça. Maintenant, si on arrive à l'aspect de dénonciation des accords militaires, c'est que la crise est à son paroxysme. Et je dis bien, je pense que le général Tiani tient entre les mains des preuves suffisamment graves pour ne pas laisser libre cours à ses émotions. J'ai dit bien parce qu'on monte à un autre niveau de la coopération. Et si c'est rompu, naturellement, j'ai dit c'est un autre niveau atteint au niveau de cette crise-là. Alors, en termes de dénonciation, ce n'est pas une première. On connaît pourtant la position du Bénin par rapport à cette intervention de la CEDEAO. Il y avait eu d'autres dénonciations d'accords avec la France, par exemple, qui n'ont pas reçu écho favorable de l'Élysée. Finalement, est-ce que cette nouvelle dénonciation pourra prospérer? Bon, quand vous dites écho favorable de l'Élysée, bon, je pense que les Français ils sont dans leur... moi, je ne vais pas parler de bulle, mais quand on voit les sorties d'Emmanuel Macron, je ne sais pas si c'est vraiment à jeter l'huile sur le feu, ça c'est autre chose. Maintenant, le Bénin c'est quand même un pays de la CEDEAO. Et quand vous regardez depuis les sanctions, c'est normal que le Niger le prenne un peu comme, je ne vais pas dire une trahison, mais voilà, ils se rendent compte qu'ils sont en train de subir de plein fouet
les effets pervers de ces sanctions-là, notamment de par un pays frère qui est le Bénin, avec lequel ils partagent quand même 266 km de frontières. Et quand vous regardez, ce sont des milliers de camions qui sont bloqués là-bas, avec des marchandises. Ça dure combien de temps maintenant? Donc quand vous regardez ça, alors que la capitale, ça devient difficile, la disponibilité d'un certain nombre de denrées et autres, donc dans cette souffrance-là, vous ne pouvez pas rester et regarder. Donc ça attise encore plus ça attise encore plus les antagonismes. Et on se regarde en chaîne de faïence et on est méfiant. J'ai dit encore, le Bénin reste toujours un couloir possible s'il y a une intervention. Et évidemment, c'est normal qu'ils prennent déjà les devants et se disent, bon, c'est vrai, ils sont en train de nous affamer, on ne va pas s'asseoir à ce qu'ils passent par là pour venir nous achever. Donc je crois que c'est un peu la posture nigérienne et c'est ce qu'on comprend. Maintenant, les décisions de la France sur toute décision de nouvelles autorités de transition au Niger, ça on comprend, ils disent pour eux c'est Bazoum qui est président, donc toute autre décision, ils ne les reconnaissent pas. Mais c'est normal, puisque à partir du moment où ils commencent à reconnaître, ça veut dire qu'ils doivent plier bagage parce qu'on leur a demandé là-bas de plier bagage. Donc ça devient très difficile pour eux. Alors que lorsqu'on prend le cas du Bénin, on est quand même dans un même espace. Le Niger, c'est vrai, il est suspendu des instances. Il y a toujours des missions de médiation qui sont en train d'être faites. On se rappelle même la sortie du premier ministre nigérien qui n'avait pas caché qu'ils étaient ouverts au dialogue. Donc il y a des vases communicants possibles. Mais pour la France, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. D'accord. Alors dernier point par rapport à cette rencontre du gouvernement avec les hommes de médias, c'est la Sonabel. Sur la question de la Sonabel, sera à la recherche de 10 milliards de francs CFA et on annonce une nouvelle grille tarifaire qui devrait entrer en vigueur à partir du 1er octobre. Quel est votre avis, juge Bougma? Et qui va pas concerner les ménages, pour ne pas dire les citoyens lambda comme selon ce qui est dit. Selon ce qui est dit, mais qui va concerner les grandes entreprises. Parce que bon, c'est aussi la nationale de l'électricité, c'est comme la nationale des hydrocarbures. Ce sont des poules aux œufs d'or, mais qui sont toujours les parents pauvres quand ils font le bilan au niveau des sociétés d'État. Suffisamment endettés. Bon, il y a des droits accusateurs qui sont pointés, mais il faut aller chercher de l'argent. Vous allez chercher de l'argent où l'énergie, vous la possédez, vous ne la possédez pas. Parmi les éléments de souveraineté, il y a l'énergie. Parce que c'est le facteur de la production. Même l'être humain a besoin d'énergie pour avancer. Donc quand nous prenons les aliments, c'est pour donner de l'énergie à notre corps, à notre organisme. Donc au plan individuel comme au plan collectif, on ne peut pas faire ça. On a besoin d'énergie, on a besoin de carburant quelque part. On a des turbines qui doivent tourner, il y a l'industrie qui doit marcher. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a besoin de ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour une souveraineté énergétique à toute épreuve? Ça c'est très difficile, il faut passer par la collaboration parce que voilà, ça implique des éléments de la nature. Voilà, la Côte d'Ivoire nous donne, le Ghana nous donne, c'est des échanges. Maintenant, la vérité aussi c'est qu'il y a un effort que nous devons faire, que la société aussi doit faire par rapport à pouvoir tendre vers d'autres sources d'énergie. Donc il y a cet effort-là qui est fait. Mais en attendant, la maison a besoin d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher l'argent où il se trouve. Et il paraît que c'est sur les compteurs de grosses entreprises qui ploient également sous le fisc, les taxes, impôts et tout. Donc, c'est là-bas qu'il faut aller chercher. Maintenant, la question c'est, le besoin pour le redressement, c'est pour combien de temps? Si ce qui est recherché, c'est 10 milliards. C'est effectivement ça. Mais quand ils font les calculs, en fonction des grandes entreprises, de ceux qui ont un autre niveau d'ampérage, cité dans la conférence de presse, j'ai vu la grille tarifaire, c'est jusqu'à quand? Est-ce que ça va finir? Ou bien c'est parti pour de bon? Parce qu'on recherche 10 milliards, donc on doit se donner un temps pour atteindre les 10 milliards et on retourne à la normale, ou bien après ça, la facturation va rester ainsi. Ou bien c'est un manque à gagner de 10 milliards qu'il faut toujours combler par ça. Et sans ça, il y aura toujours un creux, un vide. C'est autant de questions qu'on aurait pu avoir l'autorité pour nous répondre. D'accord. Alors, cette nouvelle grille tarifaire de la Sonabel, elle vient combler des lacunes d'une grille tarifaire qui datait de 1988. Qu'est-ce que vous pensez, étant donné que les ménages ne seront pas touchés, juge Vara? Bon, moi, je me méfie souvent de ces phrases-là qu'on augmente ici. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas touché. Mais celui que vous touchez, il ne vit pas ex nihilo. Il a des facteurs de production. Il a de la consommation intermédiaire.
il y a ce qu'on appelle de façon générale des charges. Mais après, c'est quelqu'un qui vous vend des services d'une façon ou d'une autre. Donc il y a une corrélation avec le consommateur. Vous pensez qu'il va s'asseoir et puis il va subir tout ça et puis greffer ses marges? Ça ne fonctionne pas comme ça. Il va ajuster sur les prix. Donc tant que vous serez demandeur de ces services, vous serez touché par ricochet. Et quelquefois le problème, c'est que l'impact est plus que proportionnel à l'impact reçu par ces grosses entreprises. C'est ça en fait la crainte. Maintenant, bon, peut-être qu'on va toucher des secteurs qui ne sont pas dans la grande consommation ou quoi, parce qu'il a parlé d'industrie, je pense le secteur de l'industrie qui n'est pas forcément touché, mais d'une façon ou d'une autre, le ménage est impacté. Des répercussions. Il y a des répercussions, ça ce n'est pas un débat. Maintenant, oui, ce qui est mis sur la table, on a besoin de 10 milliards. Ça, au moins, c'est clair. Maintenant, comment on fait pour avoir là? Ils ont cherché où ils vont taper. Et maintenant, après, on nous explique. Et on nous rassure. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Le Burkinabé est en train de... En tout cas, il est résilient. Mais ce n'est pas simple. Donc, quand vous dites vous augmentez ici, ou bien vous changez des tarifs, parce qu'ils parlent des versions de tarifs, c'est-à-dire tarifs, je pense, jour et nuit, bon, ça, c'est des détails, nous, on ne peut pas tout rentrer dedans. Mais, d'une façon ou d'une autre, ces gros consommateurs de l'énergie au niveau Sonabel là, ils vont sentir un coup dans leur facture. Est-ce qu'ils vont accepter de casquer ça dans leur marge bénéficiaire? Je le dis encore, je ne crois pas. Donc, vous comprenez. On rassure toujours avec un message pour dire le consommateur, ce n'est pas un problème, ça ne vous concerne pas, vous ne serez pas impacté. Ils ne seront pas ricochés. Maintenant, parce que quand on regarde aussi, qu'est-ce que nous avons comme solution? On est en guerre, on a des besoins. On est en guerre, on a des besoins. Mais je crois aussi, ça c'est à ça que moi je reviens, on a un exécutif qui ne nous montre pas aussi ces clés d'alternative, notamment pour ce secteur économique-là. C'est ça aussi qui manque. Et je crois que c'est le fond sur lequel on attend notre gouvernement. Le président il a dit la guerre, là, c'est sa chose. Et jusqu'à présent, on regarde, c'est sa chose. Mais souvent, il est obligé de venir sauver l'autre front, là, c'est-à-dire le front non militaire. Là. Il est obligé de venir sauver, même dans la communication ou venir faire des rattrapages. Mais sur le plan économique, là, on ne voit pas les alternatives qui sont en train de nous être trouvées, toujours pour le tissu économique aujourd'hui. Là. On ne le voit pas. Vous allez ponctionner, ok. Mais jusqu'à quand? On connaît le taux de fermeture d'entreprise depuis qu'on est en crise. Et ça, c'est logique du fait déjà du climat des affaires, du fait de la guerre et de ses répercussions. Mais on tire toujours sur une même corde, sans donner de bol d'oxygène, sans donner d'alternatives concrètes. Je répète encore, allez voir la Chambre de commerce et d'industrie, ils vous diront le nombre d'entreprises qui sont en train de quitter ici et aller ailleurs. Je ne parle pas d'entreprises étrangères, j'ai dit des nationaux qui ferment et puis qui vont ouvrir à côté. Ils sont nombreux. Pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais il faut manger. À un moment donné, ça devient difficile. Donc je vais dire, il y a un effort qu'on demande à tout le monde, mais ce gouvernement doit travailler à trouver des alternatives. Et ça, c'est ce qui est en train de manquer. Sur ce front-là, ils sont absents. Oui, une parole. Oui. Quand on dit que ça ne va pas concerner le citoyen lambda, je dis non. Regardez les augmentations des prix de ces derniers moments. Produits pharmaceutiques, consommation courante et tout, même les pharmacies ont augmenté. Le gouvernement a voulu taper du poing sur la table, les pharmacies ont dit non. Ce n'est pas nous. Nous, c'est quelqu'un qui vient nous prendre une ordonnance. Pour les questions de premiers soins, ça c'est à l'hôpital. Il faut enclencher la pharmacie hospitalière. C'est ce qui est en train d'être fait. Je reviens sur quoi? Bon, je prends une boulangerie. Quand on a annoncé pour les grandes entreprises, en fonction de son ampérage, il sait par mois combien il casque pour payer la facture d'électricité. Il appelle ses techniciens, ils font la calculature. Ok, combien ça s'ajoute là? Bon voilà, donc par mois, maintenant, il y a ça qui s'ajoute sur mon compteur. Il fait les calculs, il y a le salaire, il y a tout et tout. Il dit bon, le pain là, des choses, où on augmente, où on diminue le grammage, qui va casquer? Donc le consommateur final, il est touché. Ça, ce n'est pas
Et si j'ai juste pris une portion, sans oublier les autres aspects, les cimenteries et tout. Mais maintenant, quelle va être la concession que l'État pourra faire à ces entreprises aussi pour pouvoir amortir? Parce qu'il y a une dépense qui vient s'ajouter. Et à la fin, il doit rentabiliser. Il fait les calculs pour voir c'est où est-ce qu'il peut réduire les marges pour gagner. Soit il diminue les grammages, le poids ou la quantité, la qualité, ou bien il augmente le prix. C'est entre les deux. Alors, dernier tour de table par rapport au dernier sujet retenu pour cette troisième convocation. Le chef de l'État a rencontré les commerçants des marchés et arts le 11 septembre dernier. Dans la foulée, le capitaine Traoré a aussi rencontré l'Union des chauffeurs routiers. Que faut-il comprendre par cette dynamique enclenchée à travers ces séries de rencontres, juge Vara? Juste un petit point avant de passer très rapidement. Quand vous regardez, on parle de notre niveau d'inflation qui est très fort. Mais quand on regarde, à plus de 7 points, c'est dû aux produits locaux. C'est-à-dire ce que nous-mêmes on produit ici. C'est-à-dire les biens et services qu'on s'échange là. C'est là où il y a une plus forte augmentation plutôt que les produits importés. C'est-à-dire que ce n'est pas du fait de ce qu'on importe qu'on a une flambée des prix ici. C'est même ici, c'est dans ce qu'on produit. Mais c'est parce que nos produits, nos facteurs de production là, ils ont tous augmenté. Mais on fait supporter ça à qui? Au consommateur final. Donc même sur cette question, c'est ce qui va encore arriver. Et tant qu'on ne trouve pas des alternatives là, ça serait un gros problème. Et ce front là, je le dis encore, le gouvernement qui l'aime de Tambela là, ils n'ont qu'à travailler là-dessus. Et vous parliez des rencontres du président. Mais on sent aussi que on prépare un peu comment dire ça, les grands changements. Il y a un air de... On a vu le Premier ministre qui avait fait ses tournées il n'y a pas longtemps. Parce que derrière, il faut aller rencontrer ces grands influenceurs comme certains donc des grands groupes qui ont des influences pour parler aussi d'autres projets. On parle de leur actualité, ce qui leur concerne, et puis on parle aussi du pays où on veut aller, notamment avec la question d'une concession, avec un certain nombre d'éléments. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, quand vous voyez les routiers, ils ont eu le moyen de dire voilà ce que nous on veut, les autres voilà ce que nous on veut, mais derrière après on les intéresse aussi à d'autres sujets qui sont de l'ordre de la dynamique et de la marche du pays. Donc pour moi on sent que le président est dans une démarche à aider aussi son gouvernement dans les grands chantiers qui sont en train d'être faits, notamment sûrement la question de deux nouvelles constitutions qu'on se veut voilà, parce qu'on va appeler le peuple à venir se prononcer. Il faut les rencontrer. Je pense que c'est de cela que tout cela participe. D'accord. Alors, juge Bouma, dernière réaction. Qu'est-ce qui se cache derrière ces séries de rencontres qui ont été amorcées par le président de la transition, selon vous? Bon, est-ce que le chef de l'État s'est reposé dans les séries de rencontres? C'est parce que maintenant c'est médiatisé. Il y a plusieurs rencontres qui n'ont pas du tout été médiatisées ou qui ont été seulement rapportées par un article signé par un compte rendu signé par la direction de la communication de la présidence. Donc, voilà, même cette fois-ci, c'est médiatisé et avec beaucoup de fréquence. Alors, est-ce que il y a des questions à se poser? Nous sommes à quelques jours de l'an 1 de sa prise de pouvoir. Ça intervient quelque temps aussi après l'évaluation des différents ministres. Alors, est-ce qu'il y a des ajustements qui vont venir, ou bien on devrait aussi s'attendre à d'autres annonces? Donc on prépare déjà les esprits à travers ces leaders-là qui sont représentatifs, chacun dans son domaine de la société burkinabé. Donc il reste à savoir qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui est à l'horizon, qu'est-ce qui pointe pour que ces rencontres-là puissent avoir lieu. Mais les audiences font partie aussi du boulot d'un chef de l'État et d'un membre du gouvernement. Recevoir, écouter, ça fait partie aussi des activités naturelles. C'est à un moment donné, c'est quand ça devient pratiquement à outrance et sans continu que ce n'est plus nécessaire. Parce qu'un chef de l'État a aussi besoin de parler, comme on appelle ça, à ses citoyens. Et c'est sur cette conclusion que nous mettons un point final à cette troisième convocation de la semaine. Je rappelle qu'il était question du point de presse du gouvernement qui a porté sur des sujets d'actualité nationale comme l'enrôlement de citoyens pour le front, ainsi que la nouvelle tarification de la Sonabel. Et en dernière partie d'émission, il a été question du décryptage de la série de rencontres amorcées par le chef de l'État. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci aux équipes techniques de réalisation à la télé comme à la radio ATFM. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.